Alors, merci. Bonsoir à tous, à toutes et à tous d'être ici pour cette troisième séquence des chemins de traverse qui ce soir est consacrée à l'influence de la France. Vaste sujet qui pose d'ailleurs plein de questions et qui inquiète. Je vais vous introduire le sujet, mais d'abord on va passer par les invités. Natacha Polony nous fait le plaisir d'être ici pour parler de ça. Natacha Polony, vous êtes essayiste. Eh bien, tout le monde vous connaît pour la bonne et simple raison que vous êtes partout. Vous avez été chroniqueuse dans les matinales et les émissions les plus écoutées de France. Vous dirigez aujourd'hui le journal Marianne. Et votre avis nous intéresse particulièrement puisque le journal Marianne, d'accord ou pas avec, fait preuve de beaucoup de courage, je dois dire, dans les prises de position relativement au dernier conflit, à l'Ukraine, à la Palestine. C'est un journal où le débat vit énormément, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est assez courageux, donc ça sera intéressant de vous entendre sur ce point. Jean-François Figeac, bonsoir, vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes docteur en histoire, vous êtes spécialiste de la relation entre la France et le Proche-Orient. Vous êtes l'auteur d'un livre que j'ai publié sur les relations entre la France et le Proche-Orient de Louis XV à Emmanuel Macron. Là aussi, ça sera très intéressant de vous entendre sur ce sujet, puisque on a tendance à penser qu'il y a une relation assez exclusive entre le monde arabe et la France. Ça n'est pas votre avis. Cher Vino Ftadé, vous êtes la caution internationale de cette soirée. Vous êtes diplômé de droit européen à la Sorbonne. Vous êtes diplomate. Vous avez d'abord servi la France à l'ambassade de France au Bénin. Vous avez ensuite rejoint l'ONU en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, où vous avez passé 4 ans. 3 ans. Vous avez ensuite rejoint le siège de l'ONU DC, donc l'ONU de drogue et de criminalité à Vienne. Vous êtes expert Afrique de l'Ouest. Et je crois qu'en janvier, vous allez partir vers d'autres cieux. Donc l'Afrique, vous savez ce que c'est. Je précise, et ça sera intéressant aussi dans la conversation, que vous faites partie d'un programme qui est important pour la France, qui est un programme de création de postes au sein de l'ONU, cofinancé par le ministère des Affaires étrangères et la France, ce qui évidemment pose une vraie question de la place qu'on a dans cette organisation et de la façon dont on articule ça avec nos intérêts et celles de l'ONU. Bien, alors on va partir d'un principe qui pourrait être contredit immédiatement si nos invités le veulent. L'influence de la France, cette espèce de tradition gaullienne d'indépendance qui voudrait que nous soyons capables de nous allier non pas avec des régimes mais avec des États et que nous pensions essentiellement à notre influence et pas à celle des autres, celle qui nous a valu pendant la guerre froide parfois des amitiés controversées avec la Chine de Mao, avec l'URSS, qui nous a valu de la part du général des mouvements d'insolence à l'endroit des Américains, mais qui ont aussi évidemment renforcé notre position diplomatique. Eh bien, est-ce que cette influence de la France est en danger? Est-ce qu'elle a existé? Et si elle n'existe plus, est-ce qu'il y a eu un tournant? Natacha Polony, cette question est pour vous. La question est extrêmement vaste, en effet. Il me semble, en tout cas, que la question ne se pose que parce que, justement, la France est dans une position qui n'est pas celle qu'elle a eue dans les siècles précédents. C'est-à-dire que la France n'avait pas à se poser la question de sa place quand elle était une des plus grandes, voire la plus grande puissance européenne, à une époque où l'Europe était, on va dire, la sphère dans le monde la plus puissante, même si en fait il y avait différentes sphères. Ce qui change tout, c'est la bascule qui s'opère à la fin de la Première Guerre mondiale, me semble-t-il, et qui, même si la France conserve à ce moment-là son empire, voit le centre du monde se déplacer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se pose en France la question de l'influence française, ce qui va évidemment être amplifié par la perte de l'empire colonial. Et je pense qu'on peut savoir gré au général de Gaulle d'avoir finalement tenté de maintenir debout un immense cadavre, puisque c'est un peu de cela qu'il s'agit, dans la mesure où il me semble que, premier point, la France ne s'est jamais remise de la saignée de la Première Guerre mondiale et de l'effondrement de mai-juin 40. Ce qui, dans la perception qu'elle a de sa propre puissance, tient une place très importante. Mais la posture se maintient. Or, il me semble, mais peut-être que ce sera l'objet d'un débat, que la puissance est une prophétie autoréalisatrice et qu'on ne se positionne pas de la même manière vis-à-vis des autres quand on se considère comme une puissance de premier plan ou quand on se considère comme une puissance moyenne.
Or, c'est à partir de Valéry Giscard d'Estaing que l'idée que la France est une puissance moyenne et donc doit se comporter comme telle s'impose. Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, le théorise. La France pèse 1% de la démographie mondiale et ne peut plus peser comme elle pesait avant. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que la façon de concevoir la France ne s'inscrit plus que dans une logique qui est une logique d'abord profondément européenne et ensuite qui ne cherche plus à être le pivot, même si on maintient cette fiction, un pivot qui soit en dehors de la logique des blocs. Et aujourd'hui, nous voyons ça avec le retour des empires et le fait que la France a tenté, sous Emmanuel Macron, disons, de redevenir ce pivot, mais paye le fait qu'elle avait cessé de l'être. J'ajoute que le poids économique de la France la fragilise également. Il n'est pas anodin de préciser que, on va dire au tournant des années 1980, le PIB par habitant de la France était à peu près l'équivalent de ce qu'il était aux États-Unis. Aujourd'hui, la France est évidemment en recul. Elle est 24e pour ce qui est du PIB par habitant. Et elle est surtout en recul en Europe. Ce qui, là aussi, change énormément de choses dans la façon dont elle se positionne. On a vu depuis les années 1980 des présidents qui, et je pense en particulier à Nicolas Sarkozy et à François Hollande, ne pensaient pas la place de la France en dehors de la question du couple franco-allemand et en dehors d'une intégration de la France au camp atlantiste. Or, c'est cela qui a fait petit à petit, je pense, disparaître la France de la scène internationale, dans la mesure où, et là on pourrait citer véritablement des choix stratégiques, et je ne pense pas seulement à la réintégration du commandement intégré de l'OTAN, je pense aussi à la façon dont François Hollande concevait la position de la France vis-à-vis de l'Allemagne et disait très clairement, et j'ai le souvenir qu'il me l'a dit tout à fait benoîtement, mais de toute façon, on ne peut rien faire en dehors de l'Allemagne. C'était notamment sur la position de la France vis-à-vis dans la crise de la dette souveraine, la position de la France vis-à-vis de la Russie et la question de la négociation du traité budgétaire européen. Donc, quel que soit le sujet, on ne peut rien faire en dehors de l'Allemagne. Je précise cela, pourquoi? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la politique que la France tente de mener est entravée par le fait qu'elle a dégradé petit à petit son discours. Elle n'a plus le poids qu'elle avait autrefois. Et dans nos relations vis-à-vis des pays d'Afrique, dans nos relations vis-à-vis des puissances impériales que sont la Russie, la Chine, nous ne pouvons pas nous faire entendre parce que nous nous sommes nous-mêmes positionnés comme n'existant pas sur la scène internationale. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si Olaf Scholz, du temps où il était vice-chancelier d'Angela Merkel, militait pour que la France abandonne son siège au Conseil de sécurité de l'ONU et le cède à une Europe dans laquelle l'Allemagne... Ça n'est absolument pas fini. En France, on essaye de se persuader que tout cela n'est qu'une chimère et que ça n'arrivera pas. C'est pourtant totalement sur la table. De sorte que, je ne vais pas monopoliser pour l'instant la parole, mais le but de mon propos est d'expliquer que malgré une volonté politique actuelle, on va dire, de ne pas entrer dans une logique de bloc contre bloc et de ne pas forcément suivre des intérêts qui ne sont pas ceux de la France, je pense que la politique actuelle qui est menée par Emmanuel Macron est totalement entravée par 40 ans d'errance avec quelques coups d'éclat, dont le fameux discours de Dominique de Villepin en 2003. Mais à part cela, nous nous sommes privés de la possibilité de faire entendre une voix qui, me semble-t-il, était intéressante parce que justement, elle était une voix qui se voulait capable de comprendre les intérêts de pays qui n'étaient pas liés à ce qu'on appelle l'Occident. Justement, après, j'ai une question là-dessus, puisque Paul Journal et vous,
dans ce journal, dans ce que vous écrivez, n'épargne pas du tout Emmanuel Macron. Et là, vous dites qu'il est entravé. Donc, une volonté. Est-ce que vous lui rendez ça? Mais c'est une vraie question. Est-ce que vous lui rendez au moins ça? Je crois bien qu'Emmanuel Macron essaye de temps en temps de faire du petit de Gaulle, c'est-à-dire débarquer dans des pays débarquer dans des pays où la France pourrait éventuellement prendre une influence, on l'a vu au Liban, faire des grandes déclarations, avoir une politique diplomatique très déclarative de communication. Est-ce que vous avez un peu l'impression qu'il essaye de restaurer cette indépendance? Est-ce que vous vous sentez en tant que Française protégée dans votre indépendance? Dit comme ça, je veux dire, la réponse est dans la question. Non, disons que je reconnais à Emmanuel Macron des intuitions qui me semblent beaucoup plus intéressantes que l'absence totale de pensée géopolitique qui pouvait être celle de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy d'une autre manière. Je pense qu'il a la volonté, en tout cas, disons, de retrouver ce qui était une politique avec toute sa complexité, mais une politique traditionnelle de la France, un positionnement qui n'était pas aligné sur un camp occidental. En revanche, vous l'avez dit, ça se fait à partir de coups de com', avec on va dire des supposés coups d'éclat qui sont en fait sans aucune ligne de conduite, ne serait-ce que la proposition d'une coalition sur le modèle de la coalition contre Daesh. C'est une proposition, à mon avis, totalement effarante, qui n'a d'ailleurs été comprise par personne, et qui démontre une absence totale de colonne vertébrale et de réflexion à long terme. C'est-à-dire que les intuitions ne suffisent pas, il faut avoir une stratégie et la mener. C'est en ça que je suis très mesurée sur la politique d'Emmanuel Macron, même si je pense que c'est moins catastrophique que ça ne l'a été. Merci. Cher Vin Oftadé, alors vous avez un grand avantage sur nous tous, c'est que l'Afrique, vous avez vécu il n'y a pas longtemps du tout, vous êtes confronté, vous y passez beaucoup de temps d'ailleurs. La réalité du terrain en Afrique pour la France, c'est quoi? Je vais te poser ma question tout de suite. Alors pourquoi vous avez travaillé sur la question de gouvernance? Vous avez globalement essayé de comprendre comment est-ce qu'un pays africain qui a été une ancienne colonie française peut adapter un modèle d'état de droit alors que globalement il ne fonctionne pas de façon très sophistiquée. Qu'est-ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire? L'influence de la France aujourd'hui relativement à ça, c'est quoi exactement? Est-ce que ces pays se tournent vers nous? Est-ce qu'il y a une défiance vis-à-vis de la France? Est-ce qu'il y a encore un rôle à jouer pour la France dans cette relation bilatérale Afrique de l'Ouest qui a été à nous, entre guillemets? Ou est-ce qu'au contraire il y a un rejet qui devrait nous pousser à repenser complètement notre rapport à l'Afrique? Alors, je pense qu'il y a un premier point qui est assez important, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, qui est que la France a un rapport très émotionnel par rapport à cette région. Et ça biaise parfois un peu, je pense, sa perception des bonnes mesures à prendre et de la façon de coopérer avec ces pays, parce que on a parfois du mal à voir l'aspect rationnel des choses et on a encore je ne sais pas si c'est aussi fort que ça, mais un certain paternalisme envers certains pays qui en fait, on n'en arrive pas à se défaire. Et cela mène à un autre point qui est qu'on ne voit pas qu'il y a d'autres concurrents à la France qui sont arrivés dans le jeu. Il y a 50 ans, en effet, en Afrique francophone, bon, il n'y avait presque que la France. Maintenant, l'Afrique est un terrain de jeu entre les grandes puissances. Il y a la France, certes, mais je pense que la France était peut-être la seule qui était surprise de voir une telle influence de la Russie ou de la Chine ou même de la Turquie sur les dernières années, alors que tout le monde en Afrique le voyait venir. Et je pense que la France, face à ça, doit réaliser que les choses ont un peu changé. En plus, elle s'inscrit, comme Natacha Polony a souligné, quand même dans une coopération très européenne, très multilatérale, par rapport à des pays comme les États-Unis, la Chine ou la Russie. C'est quand même très différent. Donc, tant que la France n'arrive pas à pousser un agenda européen qui est encore plus fort sur la coopération internationale, ce sera très difficile d'exister. On a l'impression qu'en Afrique de l'Ouest, parfois, on va parler avec l'ambassade de France qui nous renvoie toujours vers l'Union européenne. Ça, c'est un truc réel, ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très concret. On voit beaucoup plus l'Union européenne que tous les États membres, que ce soit la France ou l'Allemagne ou l'Italie ou d'autres. Mais on parle à l'entité Union européenne. Enfin, on renvoie vers l'entité Union européenne. L'Union européenne concentre toutes les stratégies,
toutes les politiques, il y a les positions communes qui sont toutes élaborées au nom de l'Union européenne. Donc c'est difficile de voir quand est-ce qu'on parle à un État souverain ou quand est-ce qu'on parle à l'Union européenne, selon les différents sujets. Donc je pense que la France a encore un rôle à jouer, mais probablement ce qu'elle devrait évoluer, et je pense que les événements récents le montrent bien, c'est essayer d'évoluer d'une coopération et d'une diplomatie sur des sujets très lourds, sécuritaires, militaires, qui n'ont pas vraiment avantagé, vers une diplomatie qu'on pourrait qualifier de plus positive. Les anglo-saxons étaient très bons là-dessus, notamment l'Angleterre au Nigeria a réussi à mettre l'accent sur une diplomatie beaucoup plus culturelle, sur des aspects plus positifs, qui donnent une meilleure image de leur présence dans le pays. C'est-à-dire que, par exemple, la relation de l'Angleterre au Nigeria est meilleure, par exemple, que la relation de la France au Bénin. En tout cas, je pense qu'elle est sur des sujets qui lui permettent d'avoir une intervention qui n'est pas seulement militaire. Contrairement, en ce moment, on parle quand même beaucoup de ça, de la présence militaire de la France dans la région. Donc, elle arrive à aller vers d'autres aspects. Et la France essaye, mais peut-être avec beaucoup moins de moyens. Elle concentre quand même ses moyens sur beaucoup d'aspects militaires, sécuritaires, qui ne sont pas bons pour elle dans les opinions publiques africaines. Et dernière question, après je vais passer à vous, Jean-François. Là, depuis 1 an et demi, on a l'impression que la situation nous explose à la figure avec ces différents coups d'État qui d'ailleurs sont de nature assez différente finalement les uns des autres en Afrique de l'Ouest. Vous y étiez avant tout ça. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que, par exemple, il y avait tout simplement un sentiment anti-français? Quand je dis anti-français, il ne s'agit pas de balancer des cailloux sur les Français quand on les croise dans la rue, mais est-ce que vous avez senti, par exemple, que dans la façon de travailler avec ces pays, vous voyez bien que la France soit s'y prenait mal, soit était mal perçue, soit était mal reçue? Est-ce qu'il y avait des difficultés? Est-ce que la diplomatie française aurait pu percevoir ça? Ou en fait, les choses allaient plutôt bien? Alors, je pense que ça dépend déjà des pays. Je pense qu'entre le Sahel et les pays du Golfe de Guinée ou les pays d'Afrique centrale, il y a quand même des grosses différences. Mais après, on peut aller peut-être plus en détail, mais en tout cas, il y a des différences selon les pays. Ensuite, oui, je pense que c'était prévisible de voir que dans des pays où la gouvernance est particulièrement mauvaise depuis des années, il y a eu très peu de progrès, malgré des interventions. Et je pense qu'il y a une responsabilité partagée là-dessus entre les différents pays occidentaux, les organisations internationales, les ONG. Enfin, je pense que s'il y a eu un tel aveu d'échec, notamment dans les pays du Sahel, cette responsabilité est partagée. Mais je pense que c'était prévisible. Tous les indicateurs étaient au rouge en termes de gouvernance, en termes de développement humain, en termes de pauvreté, en termes d'emploi. Je pense que ce n'est pas une surprise de voir une jeunesse qui maintenant se tourne vers d'autres options. Et justement, Natacha Polony rendait un petit peu hommage à Emmanuel Macron, au moins dans ses intuitions. On a vu que lui aussi, dans ses derniers discours en Afrique, a essayé de changer la doctrine française par rapport en Afrique. Est-ce qu'il vous paraît là être, pardon pour l'expression un peu vulgaire, sur la balle ou pas du tout? Ça correspond à quelque chose qui fait un peu plus de sens avec la situation d'aujourd'hui? Il est à côté de la plaque. Est-ce qu'il est bien renseigné, cet homme? Alors, je pense que ce qui a été terrible pour Emmanuel Macron, c'est que son premier discours, le discours de Ouagadougou, était arrivé avec une démarche assez osée en se moquant même du président du Burkina Faso de l'époque, qui était voilà, quand je parlais de paternalisme, je pense qu'on en est vraiment... Et là, effectivement, difficile de... Oui. Ce discours-là, il a tenté quelque chose, mais sur lequel il n'a pas délivré, à mon avis. C'était de faire un lien direct avec la jeunesse africaine et de se présenter comme voilà, le président français qui va enfin rompre avec le type de relation du passé sur le précaré ouest-africain, etc. Et en fait, il n'a pas réussi. Et je pense que du coup, il a perdu à la fois une confiance de la jeunesse africaine, mais en plus aussi de nombreux pouvoirs en place. Ok, donc un nouvel échec pour le président. Jean-François, alors, bon, j'aimerais commencer par une question un peu provocatrice, ou en tout cas qui nous met tout de suite dans le bain, puisqu'on a parlé d'actualité en réalité, et j'aimerais qu'on ne perde pas ce fil, qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il y a une différence avec ce qui s'est passé hier, qui pourrait expliquer aujourd'hui. Là, il y a une guerre tragique qui est en train de se produire entre la Palestine et Israël, on va dire ça rapidement. Vous avez défendu dans vos travaux, vous avez défendu dans votre livre, vous défendez régulièrement cette idée que la relation privilégiée de la France avec le monde arabe, c'est en grande partie une chimère, en tout cas qu'elle mérite d'être nuancée, qu'elle ne se vérifie pas constamment depuis, vous allez pouvoir me contredire, qu'elle ne se vérifie pas constamment de François Ier à nos jours. Est-ce que vous pensez que, par exemple, la façon dont Emmanuel Macron a géré ça correspond à une doctrine diplomatique qui fait un peu de sens, au moins tout au long du XXe siècle? Ou est-ce qu'il a pris cette décision
Enfin, il a fait ces choix-là, il aurait pu en faire d'autres. Est-ce qu'il s'inscrit dans quelque chose qu'on connaît par rapport à la politique gaullienne vis-à-vis d'Israël? D'ailleurs, on a beaucoup répété que De Gaulle n'était pas favorable à Israël, ce qui est très partiellement vrai en réalité, puisqu'il a énormément soutenu Israël. On sait très bien que le premier consulat de la France libre était à Tel Aviv. Ce n'est pas des petits sujets quand même. Symboliquement, ça voulait dire quelque chose. Est-ce que vous avez retrouvé une doctrine de la France dans ce qu'a fait Emmanuel Macron ces derniers mois ou pas du tout? Alors, bon, déjà, le premier point concernant votre question sur la politique arabe de la France, hein, puisque en effet, je nuance fortement cette expression de politique arabe, notamment dans mon livre. Toutefois, ce que je précise aussi, c'est que la politique arabe, ça dépend de qui l'utilise et de quoi on parle. Moi, je pense que, bon, en tant qu'historien, c'est vrai que c'est un objet difficilement maniable parce qu'il n'y a pas de politique homogène dans le temps, ne serait-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de grandes différences en fonction des régimes politiques, en fonction également des régions du Moyen-Orient. C'est d'ailleurs ce que dit un peu de mots près Hubert Védrine également, en grande partie. Mais dans le même temps, ce que je précise aussi, c'est que c'est un bon instrument pour la diplomatie. Et c'est un bon instrument pour le diplomate. Parce que ça donne des lignes directrices, ça donne un fil rouge, ça donne une cohérence dans l'action de la France au Moyen-Orient. Et ce qu'on observe aujourd'hui, malheureusement, votre question sur Emmanuel Macron, c'est le manque de cohérence. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus, dans le cas du Moyen-Orient, sur une politique de coût. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, hein, et on le voit un petit peu aussi dans le cas de l'Afrique. Hein, une politique de coût, il le dit très clairement, par exemple, en 2020, hein, lorsqu'il vient en Israël, il dit à l'ambassadeur français en Israël, quel coût puis-je faire pour être remarqué lors de ma visite. Et l'ambassadeur lui dit, allez au mur des lamentations, personne ne l'a jamais fait, aucun président français ne l'a jamais fait. Bon, je ne suis pas sûr que la symbolique ait été ici extrêmement positive, hein, indépendamment de ce qu'on pense sur le conflit israélo-palestinien. Sur le Liban, ce qu'on observe, alors, bon, il y a eu une prise en main assez rapide et assez, de ce point de vue-là, qui était d'un volontarisme qui héritait finalement de plusieurs décennies de coopération avec le Liban, après les explosions du port de Beyrouth en août 2020. Mais dans le même temps, il y a un regard qu'on peut retrouver aussi en Afrique qui est extrêmement condescendant. Hein, c'est-à-dire que oui, c'est assez embarrassant quand tu fais ça quand même. Non, mais tout le monde le sent, quoi. Je veux dire que c'est assez embarrassant. C'est OSS 117 au Caire. Enfin, je veux dire, là, on est sur une situation où il va expliquer le monde à des chefs de clan au Liban qui ont 70, 80 ans, bon, qui certes sont très probablement corrompus. Mais bon, commencer par ça en disant tout de suite à tous ces chefs réunis, vous êtes corrompus et après tout, le Liban n'a pas besoin de vous. Bon, je ne suis pas sûr qu'en termes de diplomatie, ça soit le plus opérant. Voilà. Donc, le problème, c'est que, si vous voulez, dans la politique du président de la République, et on le voit dans le conflit israélo-palestinien actuellement, c'est-à-dire que, bon, il y a des prises de position qui paraissent en effet tout à fait intéressantes, et vous avez eu raison de le rappeler. Contrairement à ce qu'on croit, c'est l'un des mythes que je déconstruis dans mon livre, la politique arabe de la France n'a pas forcément été tout le temps pro-palestinienne. Mais alors justement, pardon de vous interrompre, ouais. De Gaulle, c'était quoi sa position par rapport à Israël? Parce que finalement, on n'arrête pas de s'arrêter à ce qu'il a déclaré à la fin des années 60, puisque c'était très démonstratif, c'était coup de communication aussi à sa façon. On sait aussi d'ailleurs que sa correspondance montre que parfois il a dit ça en pensant le contraire. C'était quoi exactement la position du général de Gaulle sur cette histoire de la cohabitation entre les Israéliens et les Palestiniens? Comme ça, si on pouvait faire un résumé de sa position. Ah bah, sa position, elle est arrêtée en 67. Hein, oui, mais avant 67, justement, parce qu'on s'arrête ça. Alors, avant 67, justement, bon, mon avis, c'est qu'il est sur une position plutôt pro-israélienne. C'est-à-dire que la France vend encore des Mirages en 66 à Israël. Mirages dont Israël servira ensuite lors de la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour. La coopération nucléaire, elle s'arrête tôt dans le mandat du général de Gaulle. Mais avec tout le monde. Mais avec tout le monde, voilà, exactement.
les échanges avec Ben Gourion, hein, par exemple, sont extrêmement amicaux. Hein. Il y a une forme vraiment de fraternité hein, entre De Gaulle, mais plus largement entre les gaullistes. Et c'est pour ça que la prise de position de Gaulle en 67 est très mal comprise par une majorité des barons du gaullisme, hein, que ce soit Chaban, que ce soit Debré, que ce soit Maurice Schumann également. Hein, tous ces gens-là ne comprennent pas les positions de Gaulle, la prise de position de Gaulle. Et en effet, là, on peut parler vraiment de volte-face, hein, très clairement. Donc, jusqu'en 67, on peut dire une politique très clairement pro-israélienne qui considère comme secondaire le droit du peuple palestinien à l'existence et à la souveraineté. Mais même après 67, il faut attendre finalement Valéry Giscard d'Estaing hein, pour qu'il y ait une reconnaissance de l'Organisation de la libération de la Palestine hein, en 1974, hein, qui peut ouvrir un bureau permanent à Paris, un comité de liaison en lien avec la France. Jusqu'à 1974, il n'y a pas de reconnaissance légale des Palestiniens et de la résistance palestinienne. Bon, je sais que le terme est un petit peu glissant dans le contexte actuel, aux Israéliens. Donc, pour moi, le président le plus pro-palestinien de la Ve République, c'est Valéry Giscard d'Estaing, très clairement. Très clairement. Et ce n'est pas un hasard si... Pourquoi ? Ah bah parce que justement, il reconnaît l'OLP comme une institution, un intermédiaire avec lequel on peut dialoguer, alors que l'OLP n'a pas encore rompu avec le terrorisme. C'est quand même assez... voilà, c'est incroyable. Il y a également dans le septennat de Valéry Giscard d'Estaing une volonté d'affirmer une politique qui soit dissociée d'un alignement sur les États-Unis, hein, notamment lors des accords de Camp David. Et lors des accords de Camp David, hein, Valéry Giscard d'Estaing dit à Sadat hein, de faire attention hein, sur les concessions qui pourraient être trop fortes à Israël. Il y a également, à mon avis aussi, durant cette période, une absence de prise en considération d'une identité juive qui se manifeste de plus en plus dans le cas de l'espace public français. Pourquoi ? Parce que justement, la communauté juive s'aperçoit que Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre, hein, son Premier ministre en 1980, on peut penser à sa prise de position lors de l'attentat de la rue Copernic, hein, assez malheureuse, et le mot malheureux qu'il a eu sur que le fait que l'attentat aurait atteint aussi des Français. Comment ? Innocent. Donc là, très clairement, il y a, à mon avis, une rupture qui n'est réparée que très progressivement, mais qui n'a pas été complètement réparée entre la France, Israël et les Juifs présents en France. Natacha Polony, vous trouvez qu'il fait bien Macron là depuis le début du conflit ou pas du tout ? Je veux dire par là, est-ce que vous trouvez qu'il a bien géré la séquence ? Est-ce qu'à votre avis, il sert les intérêts de la France ? Est-ce qu'il agit en pensant évidemment à ce qui se passe dans son pays, puisqu'on ne peut pas négliger le fait qu'il y a une communauté musulmane très importante en France, c'est évident. C'est à la fois la plus grande communauté musulmane et la plus grande communauté juive d'Europe. Est-ce que vous trouvez qu'il a joué pour l'intérieur, qu'il a joué pour l'extérieur ? C'est quoi votre position par rapport à ça ? On sait que votre journal a tenu d'ailleurs une position assez nuancée par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que c'est dans la continuité de ce que nous disions depuis le début sur la politique par coup, et que c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, chez lui la volonté de compter, la façon dont il est allé d'abord en Israël, puis en Jordanie, en Égypte, lors de son voyage, pour essayer de rencontrer tous les acteurs, était quelque chose qu'on peut saluer, parce que je pense qu'il avait la possibilité à ce moment-là d'apporter quelque chose, non pas à un processus de paix, car ce n'était pas le moment, mais en tout cas de poser les bases de ce qui ensuite pourrait aller vers des discussions de paix, mais qu'il s'est entravé lui-même par cette espèce de coup absurde sur cette coalition contre le Hamas, qui ne pouvait pas être comprise,
qui faisait fi de la position de tous les pays arabes. Et donc, on a là un exemple type du problème posé par la politique d'Emmanuel Macron, mais qu'on retrouve, à mon avis, dans ses positions en Afrique. C'est-à-dire qu'il a donné l'impression de soutenir des régimes qui étaient rejetés par l'ensemble de la population. Il a maintenu, quoi qu'il arrive, au Niger, l'idée qu'il fallait une coalition, là aussi, qu'il fallait essayer de pousser, d'aller dans le sens de la force contre l'évidence. Et de ce point de vue-là, il s'est entravé. Donc je pense qu'il y a chez lui une absence de réflexion de long terme. Et sur la question israélo-palestinienne, c'est d'autant plus dommageable, me semble-t-il, que même si, en effet, la politique française a toujours été finalement assez ambiguë sur le conflit, il y aurait eu normalement la possibilité pour la France, là encore, de ne pas sembler totalement alignée sur la politique qui a été menée précédemment, notamment par Donald Trump à travers les accords d'Abraham. Et je pense que nous payons évidemment le fait que, je le disais, la France s'est alignée par le fait d'Alain Juppé, de Laurent Fabius, sur les positions américaines pendant plusieurs années, et que Emmanuel Macron avait la possibilité de sortir de là. Par sa volonté absolue de faire vite, de faire éclatant, plutôt que de jouer un rôle qui soit un rôle un peu plus modeste, mais plus efficace, il a perdu la possibilité d'être réellement audible. C'est d'autant plus dommageable qu'en effet, nous payons plusieurs choses. Et j'y pensais en vous écoutant. Je pense que la France, en fait, n'a pas résolu la contradiction qu'il y a entre la défense de ses intérêts dans le monde et la défense d'un universalisme qui la pousse normalement à se porter vers une vision multilatérale du monde et qui donc devrait lui permettre d'être, on va dire, le porte-parole des non-alignés. Et j'y insiste, surtout dans une période où les empires sont en train de ressurgir et cela fait peser un risque sur la paix mondiale. C'est le moment où la France devrait faire entendre l'idée qu'il faut aller contre cette espèce de vision messianique américaine qui consiste à penser qu'il y aurait un camp du bien contre un axe du mal, les démocraties contre les autocraties, sachant que c'est évidemment une vision totalement biaisée de parler des démocraties comme étant dans le camp occidental, alors qu'on a le Brésil, l'Inde dans les BRICS, c'est une absurdité totale, mais c'est une lecture qui s'impose actuellement dans le récit, et même dans le récit médiatique en France, qui est extrêmement problématique. Et la France devrait être, disons, la voix qui remettrait en cause ce discours messianique. Hélas, elle ne l'a pas été pendant longtemps, c'est-à-dire que nous avons, notamment à travers l'intervention en Libye, à travers d'autres prises de position, perdu toute forme de crédit et participé à des catastrophes absolues. Il serait possible normalement de rattraper les choses en ayant une politique cohérente qui, certes, défendrait des intérêts, parce que nous en avons un peu partout dans le monde, mais qui défendrait ses intérêts non pas à la manière justement américaine, c'est-à-dire en tentant d'imposer une vision du monde, une vision des régimes politiques, mais tout simplement en parlant d'État à État sur, disons, une question de rapport de force. Je pense que nous pourrions le faire aujourd'hui, que nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas pour des raisons d'alignement européen et d'incapacité à penser les rapports de force en Europe. Nous ne le faisons pas pour des raisons de problèmes, on va dire, d'affaiblissement économique, et on l'a vu notamment au moment où les États-Unis ont dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien et où immédiatement les entreprises, notamment les entreprises françaises, se sont retirées d'Iran par peur de l'extraterritorialité du droit américain. Et nous ne le faisons pas par absence de vision cohérente. Question plus personnelle, si je puis dire. Vous dirigez un des hebdomadaires les plus importants en France. Sur la question du conflit entre la Russie et l'Ukraine,
Marianne a été un des journaux qui a adopté une des positions les plus nuancées sur ce sujet. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, sur le conflit israélo-palestinien récent, c'est encore le cas. Est-ce que c'est compliqué, parce qu'après tout, nous, on ne dirige pas de journaux, on n'en sait rien. Est-ce que c'est compliqué quand on dirige un des 5 plus grands hebdomadaires français, eh bien, de temps en temps, d'avoir des avis, puisqu'en général, c'est affiché dans vos éditos, donc vous prenez la responsabilité de la chose, entre guillemets, d'avoir des avis tout à fait contraires à ce que la France est en train de faire. Est-ce que, mais d'ailleurs, pas seulement parce que vous recevriez un coup de téléphone de l'Élysée qui vous dirait qu'est-ce que tu fais, mais parce que, évidemment, il y a un consensus national qui s'organise et parfois, eh bien, c'est déstabilisant. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une voix dissidente relativement justement effectivement, à ce néoconservatisme qui est en train de se mettre en place en France? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça pose des problèmes? Alors, d'abord, je ne reçois jamais de coup de fil de l'Élysée. Non, mais je veux dire, c'était pour préciser ma pensée, pas voilà. Sur le mode du tutoiement. Bien sûr. Mais c'est d'autant plus compliqué qu'il y a un alignement d'une grande partie des médias français, parfois par conformisme, parfois par conviction idéologique, mais sur un discours totalement atlantiste. Et je pense que c'est d'autant plus vrai depuis le 22 février 2022. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne suis pas une adepte de Vladimir Poutine, vraiment pas. Non, mais je le précise justement parce que de nos jours, il faut le préciser et que c'est bien le problème. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu le moindre attrait pour ce qu'il incarne politiquement, bien au contraire. Pour autant, je pense que ça ne doit pas empêcher de regarder ce qui amène à la situation du 22 février. Et c'est bien ce qui me gêne dans la lecture qui est aujourd'hui admise, c'est qu'elle refuse d'analyser les différents éléments qui aboutissent jusqu'à une situation. Ce n'est pas parce que Vladimir Poutine est coupable d'une invasion sur un pays voisin et donc de ce point de vue-là parfaitement condamnable, ce n'est pas parce qu'il a commis des crimes de guerre qu'on ne doit pas essayer de comprendre comment, depuis 1991, les Occidentaux ont commis des erreurs et parfois, on va dire, mené une politique qui était la politique du pire. Je pense que, de ce point de vue-là, ma doctrine est que expliquer n'est pas excuser. Et que donc, on doit toujours se donner les moyens d'expliquer. Et c'est vrai également pour ce qui est du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que je pense que le 7 octobre a été une horreur absolue et que cela fait franchir un cap terrifiant dans la capacité de barbarie d'un mouvement qui n'est plus seulement un mouvement justement de résistance palestinienne, parce que le Hamas, ce n'est pas ça, c'est un mouvement terroriste et qui a prouvé sa capacité on va dire, à exalter toute la barbarie humaine. Et pour autant, ça ne doit pas interdire d'essayer de comprendre comment on en arrive justement à ce que le Hamas ait pu à ce point-là recruter, à ce point-là avoir l'adhésion d'une part des Palestiniens, comment on en arrive à cette situation. Et là, je pense qu'il faut en effet constater qu'il y a eu là aussi des erreurs majeures de la part d'Israël, de la part des États-Unis, de la part de tous les pays occidentaux qui ont refusé de voir que les accords d'Abraham se faisaient sur le dos des Palestiniens et que c'était profondément dangereux. Donc je pense que tout ça devrait être normalement, disons, au moins sujet à débat, qu'on puisse en discuter. Or, il me semble que sur le conflit en Ukraine, par exemple, il n'y a pas eu de discussion. Ça commence seulement les débats, en fait, en réalité. Oui, c'est ça. Et ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est très compliqué tout simplement de poser la question des buts de guerre, de la façon dont on doit concevoir tout simplement des négociations, puisque a priori, à un moment donné, sauf à considérer qu'il faut aller jusqu'à Moscou, il va falloir discuter. Et les discussions, les négociations de paix se font en général avec des gens qu'on n'aime pas. Donc il faut bien, à un moment donné, se mettre autour d'une table. Or, tout ça n'est pas pensé. Et il y a une pression médiatique qui me semble tout à fait dommageable. Et on est évidemment à l'affût de façon tout à fait importante et nécessaire sur ce qu'on appelle les agents d'influence russes, et il y en a,
et heureusement qu'on enquête dessus, mais on enquête assez rarement sur les agents d'influence qui poussent la France à s'aligner sur des intérêts qui ne sont pas forcément les siens côté américain. Oui, et puis bon, ce que vous dites, c'est que dans le cas de l'Ukraine comme dans le cas d'Israël, c'est que rien n'est impuni dans la vie. Il y a des conséquences à tout ce qu'on fait, et évidemment, il ne faut pas se plaindre des effets quand on a chéri les causes. Cher Oftadé, justement, je rebondis sur ce qu'a dit Natacha sur la place de la France dans ce monde où il y a un retour des empires, sur effectivement son opportunité d'avoir une diplomatie qu'on pourrait qualifier de réaliste, c'est-à-dire discuter avec des États plutôt que des régimes politiques, puisqu'on sait bien qu'il y a une part d'hypocrisie évidente quand on dit qu'on discute avec une démocratie, comme si une démocratie était par nature vertueuse. Et je le sais parce que je vous connais, parce qu'on en a discuté, et aussi parce que c'est une des conclusions que vous avez tirées de vos différentes expériences africaines. Alors que vous travaillez pour l'une, si je puis dire, vous dites que dans le dialogue entre l'Occident et cette Afrique, dont elle ne pourra pas se passer, parce que de toute façon, elle sera trop nombreuse, et qu'il faudra bien discuter avec elle, eh bien, vous pensez que, eh bien, il y a des réalités qui doivent être prises en compte et que il y a des régimes en Afrique qui sont très populaires, qui fonctionnent très bien, si je puis dire, qui ne vont pas forcément d'ailleurs dans nos intérêts, qui sont parfois d'ailleurs assez défiants à notre endroit. Je pense par exemple au régime de Paul Kagame. C'est un très bon exemple, au Rwanda, puisque Paul Kagame, on ne va pas rentrer sur la question du génocide ici, hein. On va rester sur la question de Paul Kagame, président du Rwanda, qui est globalement ce qu'on pourrait appeler un dictateur, on va dire ça rapidement, mais qui performe énormément économiquement. Vous m'en avez souvent parlé, c'est assez intéressant, hein, ne serait-ce que par curiosité, et qui est sans doute l'idole de la jeunesse africaine. Comment est-ce qu'on articule la France, l'Union européenne et l'ONU ont pour point commun, entre guillemets, de faire valoir les droits à la démocratie dans le monde? Comment est-ce qu'on articule cet avènement de régimes qui ne sont pas démocratiques et qui, pour autant, trouvent un véritable soutien populaire? C'est quoi l'avenir de la discussion entre le monde démocratique et ce monde-là? C'est de se comprendre, ou est-ce qu'il faut continuer à le nier, l'altérité? Je trouve que la façon dont la question est posée est assez intéressante et assez illustrative. Parce qu'en fait, on a tendance à oublier que dans beaucoup de pays africains, et peut-être d'ailleurs dans d'autres régions du monde, en fait, on ne croit plus vraiment au discours droits de l'homme, si je puis dire, de pays occidentaux, parce qu'ils voient très bien que les droits de l'homme, même dans nos démocraties, ne sont pas forcément respectés. Donc, en fait, je pense que, pour donner un exemple concret, quand j'étais au Nigeria, c'était à ce moment-là qu'il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes, ils voyaient Paris brûler à la télé, et bon, ils disaient, qu'est-ce que c'est que cette grande démocratie apaisée? Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que je pense qu'on n'est plus forcément crédible aussi dans notre discours de nous venons promouvoir les valeurs démocratiques, la protection des droits de l'homme. Après, il faut, et l'ONU pousse pour ça d'ailleurs, à travers les différents forums, il faut pousser pour le respect des droits humains, mais on a tout à fait conscience, je pense partout, qu'on va se retrouver à échanger avec des pays où les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés. Quand on voit que l'Arabie Saoudite puis l'Iran Je précise que vous êtes d'origine iranienne, comme ça, voilà. Mais quand on voit que ces pays-là et d'autres ont présidé le Conseil des droits de l'homme parce que c'est des droits de l'homme des Nations Unies pour des raisons politiques, parce qu'il y a des votes, bon, je pense qu'en fait, on voit bien qu'on échange avec tout le monde. Donc, c'est un peu ça, je pense qu'il ne faut pas dire on oublie la promotion de la démocratie, on oublie les droits humains, etc. Je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. Mais on a bien conscience que les relations entre les États n'ont pas été faites que de ça. Ce n'est pas le centre. Et je pense que d'ailleurs, un des éléments où il y a eu un gros problème en Afrique de l'Ouest et où la France récemment a perdu beaucoup de crédibilité, c'est justement quand on condamne des coups d'État dans beaucoup de pays, notamment des pays du Sahel, mais que dans le même temps, on va soutenir le régime tchadien d'Idriss Déby, qui est au pouvoir depuis je ne sais plus combien d'années, qui a été remplacé par son fils. Et la France intervient pour réprimer un mouvement, on en pense ce qu'on veut du contexte tchadien, mais je veux dire, ça montre bien qu'il y a un deux poids deux mesures qui est même dans la même région. Et ça, c'était un vrai problème. Et par exemple, parce que je reviens sur Kagame, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on explique que Paul Kagame soit quelqu'un d'aussi populaire sur le continent africain? Comment est-ce qu'on explique que quelqu'un qui, effectivement, ne s'inscrit pas du tout dans cette dynamique démocratique, comment est-ce qu'on explique, parce qu'à la limite, qu'il soit populaire au Rwanda, globalement, les performances ne sont pas mauvaises pour un pays africain, donc ça, on peut comprendre, il profite. Mais pourquoi est-ce que dans le continent africain, il est perçu, non pas comme un héros, mais enfin un peu comme un modèle? Puisque l'Afrique, c'est la jeunesse, quand même. Parce que je pense que la vraie raison, c'est que
pendant des décennies depuis la décolonisation, je pense que comme on parle de la France, ça s'applique à d'autres pays, mais comme on parle de la France, je pense que la coopération française s'est focalisée sur la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, on n'y est pas encore. Et au bout d'un moment, le message qu'on avait envoyé aux populations africaines, c'était via la démocratie, via un état de droit, et via l'état de droit viendront une prospérité économique, de gouvernance, la sécurité, etc. En fait, ça n'a pas été le cas. Et Kagame a montré une autre voie, après une histoire aussi tragique, et du coup, c'est un contexte très particulier aussi. Je ne sais pas dans quelle mesure il pourrait s'appliquer à d'autres contextes, mais on a là quelqu'un qui, en effet, n'est pas un exemple en termes de droits humains, il n'y a pas de liberté de la presse, il est élu à chaque élection à plus de 99%, mais il a compris quelque chose, c'est que une des priorités en Afrique, c'est la lutte contre la corruption. Le Rwanda est un des pays les moins corrompus. Kagame est un président... Ça, c'est des statistiques intéressantes dans lesquelles, bien sûr. Donc, par exemple, Kagame est par rapport à d'autres présidents africains, il n'a pas de clan. Il ne sert pas son clan avec l'argent public. Par ailleurs, il y a des vrais services publics au Rwanda. Il y a une santé qui fonctionne, il y a une éducation qui fonctionne. Bon, après, c'est un petit pays, mais c'est quand même un petit pays qui part de loin. Il y a d'autres petits pays africains qui ne fonctionnent pas, oui. Donc, je pense qu'il a réussi à saisir ça, qu'en fait, la priorité de la jeunesse de son pays n'était pas forcément, il ne pensait pas forcément à ça, mais c'était avoir un emploi, avoir une sécurité, accéder à l'éducation. Maintenant, le Rwanda est un pays qui est très ouvert à l'international. C'est un des chouchous, d'ailleurs, de beaucoup de pays occidentaux, même... Y compris d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Y compris d'Emmanuel Macron, malgré l'histoire tumultueuse entre la France et le Rwanda, qui a rétabli des liens diplomatiques et qui a nommé une Rwandaise à la présidence de l'OIF, de la francophonie. Donc on voit bien que c'est un modèle qui intéresse. Et je pense que quand on voit ça, je pense que beaucoup de jeunes Africains se disent mais pourquoi est-ce que dans notre pays on a de la corruption? Pourquoi est-ce que dans notre pays on n'a pas d'emploi? Pourquoi est-ce que dans notre pays on risque notre vie sur beaucoup d'aspects? Et que Kagame a répondu à beaucoup de ces questions-là. Natacha Polony, comme vous devez partir dans 10 minutes, si vous avez une chose à ajouter sur ce qui a été dit, voilà, j'en étais sûr. Donc, allez-y, parce que vous devez partir. Je partage une partie de ce que vous avez dit sur le Rwanda, à savoir, en effet, que c'est un pays qui est très peu corrompu, qui a connu une vraie réussite économique. Mais je pense que ça n'est pas le seul élément qui explique aujourd'hui, j'allais dire, la puissance de Paul Kagame. C'est un pays qui... Enfin, Paul Kagame a eu, on va dire, l'intelligence d'utiliser la tragédie du génocide pour peser sur la scène internationale, quitte à exercer une forme de chantage sur l'ensemble de ses interlocuteurs. Et Emmanuel Macron s'est retrouvé, on va dire, pieds et poings liés comme beaucoup d'autres, mais plus encore, étant donné que nous avons une histoire avec le Rwanda, s'est retrouvé pieds et poings liés face à cela. Et il s'en est sorti d'une façon qui est, me semble-t-il, assez, pour le coup, assez honorable. Le rapport Duclerc est un rapport équilibré, qui a permis de solder on va dire, le différend sur le rôle de la France dans le génocide, et donc de repartir sur de bonnes bases. En revanche, il est assez contestable d'avoir nommé Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie. Qui est une Rwandaise, c'est ça? Une Rwandaise qui n'est pas francophone. Rwandaise, qui a œuvré pour l'usage de l'anglais plutôt que du français dans son pays, et ça prouve bien, de la part d'Emmanuel Macron, on va dire, parfois un oubli de ce que sont les véritables intérêts de la France. J'ajoute que s'il y a un endroit où Paul Kagame n'est pas tout à fait apprécié, c'est au Congo, et pour une raison tout de même importante, ce sont les massacres de masse qui sont dénoncés actuellement par le prix Nobel de la paix, parce que ce sont des massacres absolument épouvantables. Le Rwanda est, si je ne me trompe, l'un des premiers exportateurs de tantale et de cobalt, alors qu'il n'en a pas sur son territoire. Mais tout simplement parce que les mines sont tenues par des milices côté Congo. Donc il y a là quelque chose, voilà. C'était juste pour préciser, mais ça montre toute la complexité, en fait, de la défense, vous le disiez, des droits humains et de la réelle politique. Oui, mais vas-y, je t'en prie. Et justement, je pense que merci d'avoir entravé le lobbying rwandais de Shervin, qui est insupportable. Non, je pense que c'est assez intéressant parce que je pense qu'il a aussi
Et c'est très cynique de sa part, mais justement, cette approche qu'il a eue, il a, je pense, pour le dire de façon assez brutale, il s'est dit, les pays européens, quand ils viennent en Afrique, ils ne se posent pas de questions. Et ils ne se posent pas de questions sur les droits humains, sur l'exploitation des ressources naturelles, etc. Et je pense que c'est le premier qui s'est dit, bah, je vais faire pareil pour la défense de ma population et non de mon clan. Et je pense que c'est ce qu'il a compris. Après, en effet, il y a beaucoup de choses qui sont problématiques dans sa gouvernance. Oui, on l'aura compris, en fin de compte, le droit de l'homisme de l'Occident est en train de céder sous les coups de la réalité. C'est-à-dire que l'hypocrisie est en train de tomber, entre guillemets, et on peut plus se contenter de leçons de morale. Natacha, si vous voulez y aller, faites comme vous voulez. Hein, Non, ça va. Non, non, mais bien sûr. Non, c'était pas pour. Ah, c'est bon. Aaron, ok, d'accord, très bien. Jean-François, j'aimerais avec vous justement faire un bond dans le temps, mais dans le passé, évidemment, avec vous forcément, quand vous êtes historien. La colonisation française au XIXe siècle a eu 1000 conséquences, évidemment. La décolonisation a eu lieu au début de la deuxième moitié du XXe siècle, enfin, dans sa façon définitive, disons. Quelle a été l'influence de cette colonisation dans la façon dont la France a construit sa doctrine diplomatique avec le monde arabe, justement? Est-ce que elle a su en tirer quelque chose? On parlait avec Charvin de l'Afrique, j'aimerais qu'on comprenne ce qu'il en est pour le Proche-Orient. Est-ce qu'elle en a tiré quelque chose? Est-ce qu'elle a réussi, comme elle l'a fait longtemps en Afrique, à garder de bonnes relations? Est-ce que ça lui a permis de profiter de situations d'influence? Est-ce qu'elle subit aussi un surmoi moral par rapport à ça, qui fait qu'elle veut s'en excuser et donc réagit aussi en s'excusant parfois de ça, parfois pour de bonnes raisons aussi? Est-ce que ça a une part ou est-ce que ça n'en a absolument aucune? Et vous répondrez bien sûr comme vous voudrez, mais j'aimerais quand même que dans cette réponse, on parle aussi, on ne peut pas l'éviter, du général de Gaulle, pour qu'on comprenne comment est-ce que dans sa tête à lui, qui a lancé la décolonisation en Afrique et en Asie aussi, comment est-ce que dans sa tête à lui, ça a pu avoir une influence? Parce que si de Gaulle a accepté de renoncer à l'Empire, c'est bien qu'il avait une autre idée pour l'influence de la France. Il a accepté de renoncer à l'Empire, mais pas de renoncer à l'influence de la France en soi. Comment est-ce que tout ça s'est articulé? Alors, c'est une grande question. Hein. oui, on n'est pas couché. Ça pourrait tenir en 2-3 heures facilement. Alors, au 19e siècle, bon, pour faire vite, on est dans le contexte au Proche-Orient de ce qu'on a appelé la question d'Orient, qui est donc le contexte de l'affaiblissement de l'Empire ottoman, hein, progressif. Toutes les puissances européennes s'affrontent pour la fin. Les puissances européennes cherchent à se partager en quelque sorte le gâteau, et parmi ces puissances, il y a les deux puissances rivales, qui est la grande puissance continentale russe et la puissance maritime britannique. Et les Français sont au milieu de tout cela, et ce qu'ils vont faire valoir au cours du 19e siècle, hein, David Todd l'a très bien montré dans un ouvrage récent à propos de l'Égypte notamment, c'est un soft power très prononcé dans tous les domaines de la société, dans le domaine bien sûr culturel, de la langue, hein, de la francophonie, peut-être que nous y reviendrons aussi tout à l'heure, dans le domaine également par le biais des missions, notamment par le biais de l'Alliance française, hein, qui est créée à ce moment-là, dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine du droit, dans le domaine juridique. Par exemple, le code civil va inspirer le code ottoman qui va être mis en place, hein, dans les années 1870, dans le domaine de l'administration, de l'armée, enfin bon, différents domaines. Il y a donc une influence française qui est diffuse dans cet empire ottoman et qui va perdurer à la fin de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale. Et ça va donner notamment la Turquie kémaliste, qui est, avec un Mustafa Kemal, hein, qui est pétri de culture française, qui a lu les philosophes des Lumières, et qui occidentalise la Turquie, mais on pourrait même dire qui francise la Turquie, qui met en place un État jacobin, laïque, qui sont vraiment... Oui, c'est vrai qu'on ne précise pas souvent que dans des pays comme la Turquie, comme l'Iran, les armées se sont structurées sur le modèle des armées françaises. C'est un vrai modèle administratif. Donc oui, donc il y a une vraie influence culturelle, il y a une vraie traçabilité de ce point de vue-là. Il y a une vraie traçabilité. Alors cette traçabilité, elle décline progressivement au cours du XXe siècle. C'est quelque chose qu'on voit très clairement du point de vue de l'Égypte et de la Turquie. Alors ce n'est pas que la faute de la diplomatie française, même si on a une part de responsabilité. La Turquie, très clairement, l'islamisation de la société turque, que l'on voit depuis 30-40 ans, joue un rôle, à mon avis, crucial, hein, puisque le français, c'est la langue de la laïcité.
malgré les tentatives, notamment sous François Mitterrand, pour essayer de renouer avec une politique de la francophonie. Ça n'a pas vraiment débouché. Du côté égyptien, et c'est vrai aussi dans une moindre mesure du côté libanais, on voit très clairement la concurrence de l'anglais. De l'anglais par le biais des missions américaines dans un premier temps, ensuite des missions qui sont souvent des missions plutôt catholiques, et ensuite des missions aussi anglicanes et protestantes. Alors, ce déclin, il est en partie dû, à mon sens, à notre perte, et là, ça fait écho à ce que disait Natacha Polony tout à l'heure, à notre perte de crédibilité d'un point de vue économique. Très clairement, l'anglais, c'est la langue du commerce, c'est la langue des affaires, et là, de ce point de vue-là, je pense que le français, qui reste encore très pratiqué chez les élites, notamment égyptiennes, n'a pas fait ce saut-là, parce que la France, même si il y a ponctuellement, et encore de façon très, très forte en Égypte, des accords qui sont signés, notamment sous Jacques Chirac, sous Emmanuel Macron, des accords commerciaux, la France reste et considérée dans le monde arabe comme une puissance de rang secondaire sur le plan économique. Alors, sur De Gaulle, votre question, c'était... Comment est-ce qu'il a pensé la disparition de l'Empire qu'il a voulu? En tout cas, il a acté que c'était quelque chose qui lui a paru anachronique. Et comment est-ce qu'il a pensé l'invention d'une nouvelle puissance française par rapport à la disparition de ces empires, mais ce qui induit évidemment de penser la relation avec ces empires. Puisqu'on sait bien que De Gaulle a accepté que l'Afrique s'en aille, mais en maintenant une présence française en Afrique pour essayer de profiter quand même de ces liens qui étaient là. On ne peut pas le nier. Comment est-ce qu'il a articulé ça justement avec la question de la fin de la colonisation? C'est quoi comment dirais-je, la doctrine qui en ressort en fin de compte? La doctrine qui en ressort, elle se construit progressivement, si vous voulez. La décolonisation, la France... Surtout d'ailleurs, pardon, ma question est, j'ai toujours tendance à penser que le général de Gaulle, on lui prête beaucoup d'arrière-pensée et beaucoup d'imagination, alors qu'en fait, à mon avis, il a agi beaucoup plus spontanément qu'on ne le pense et avec des temps de réflexion beaucoup plus courts qu'on ne le pense. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai tort? Non, je pense enfin, vous n'avez pas complètement tort. C'est vrai qu'il y a une évolution de la pensée gaulienne, notamment sur le Moyen-Orient, au cours du mandat de Gaulle. Il n'y a pas de constante durant la période. Néanmoins, il y a quelque chose que De Gaulle avait et que malheureusement, je pense, les chefs d'État, le gouvernement français actuel n'ont. Bon, je ne vais pas être méchant, mais. Oh, bah, allez-y. C'est le sens de l'histoire. Voilà, De Gaulle. Le mot est lâché, là. Le sens de l'histoire. Non, mais bien sûr. De Gaulle a une. Non, je disais ça sans ironie. A une vision historique, pour le coup, du Moyen-Orient. Il considère que le Moyen-Orient, il insère, et on le voit très bien dans ses mémoires, le Moyen-Orient dans le cycle de la chute des empires, de leur renaissance. Et dans ce cadre-là, dans un cadre de décolonisation où les empires sont en train de partir, la France a encore un rôle à jouer, un rôle au nom de l'histoire et un rôle au nom de ce que disait Natacha Polony tout à l'heure, le multilatéralisme, qui est très important. On le voit notamment dans le cadre de son voyage en Turquie en 67, où il a un discours, pour le coup, bon, on peut voir aussi ailleurs, sur d'autres visites, un discours qui très clairement se place du point de vue des petites nations ou des puissances moyennes. Et ce qui dit, bon, finalement, notre point commun entre la Turquie et la France, c'est le fait que nous soyons aujourd'hui, dans le cadre d'un monde bipolaire, des nations secondaires, mais qui peuvent peser dans le monde en s'unissant. Ça donne aussi sa fameuse formule à propos de l'Europe, de Gibraltar à l'Oural, je tiens compte de tous les régimes, il rajoute même jusqu'à Ankara, je tiens compte de tous les régimes, quel que soit ce que je pense de ces régimes-là. Donc la doctrine de De Gaulle, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut... Être le plus grand des petits? Ou le représentant des petits qui du coup le rendrait grand et l'égal des empires? Oui, c'est ça, oui, en quelque sorte, être dans un contexte où il y a un affrontement entre les deux blocs, être le leadership des petits, tout en restant du côté du bloc occidental. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, la France reste quand même du côté du bloc occidental, mais il y a une volonté quand même de s'émanciper sur les questions qui touchent au tiers-monde de ce bloc occidental. Justement, vous allez partir à la Chapeauny, je pense, mais j'aimerais vous poser une dernière question, ou alors à moins que vous vouliez rebondir, mais vous y croyez à l'Occident?
Non, non, mais en fait, ça m'est venu comme ça parce que on sait que vous êtes très critique de l'Union européenne. D'ailleurs, vous le dites ce soir. Il y a une pensée derrière tout ça. Vous y croyez à l'Occident ou pas du tout? Parce que par exemple, Nicolas Sarkozy, qui adorait l'Amérique et l'OTAN, il adore l'Occident. Il n'arrête pas d'en Oui, parler. je sais, mais c'est pour ça que la question est tout à fait juste, en effet, c'est que pour ma part, je ne crois pas que l'Occident existe. Je crois en l'Europe, une Europe qui doit défendre ses intérêts, qui est porteuse d'une civilisation qui n'est pas celle portée par les États-Unis. Je crois que si on peut définir quelque chose comme une civilisation européenne, il faut aller le chercher du côté avec toute la diversité du continent européen, mais du côté de la manière de penser la liberté humaine. C'est-à-dire que c'est en Europe qu'on a pensé la liberté humaine en dehors de toute transcendance. Ça n'est pas le cas des États-Unis. Et je pense que c'est d'avoir abandonné cela, cette idée d'une Europe qui n'était pas alignée sur un Occident fantasmé, qui aboutit à une situation où l'Europe est désormais totalement inféodée et n'est plus qu'un supplétif. Et je crains, hélas, que beaucoup de dirigeants européens, de toute façon, ne soient totalement convaincus de l'existence d'un Occident dans lequel le parapluie américain permettrait on va dire, d'assurer une sécurité à l'Europe. Mais en fait, nous avons renoncé à exister en tant que civilisation et en tant que puissance. Et c'est un bras de fer qui a été mené notamment par le général de Gaulle. Le traité de l'Élysée de 1963, c'est une manière d'essayer de maintenir une Europe européenne, c'est-à-dire à travers ces deux puissances que sont la France et l'Allemagne, de penser une Europe indépendante de l'influence américaine. Ça a été torpillé par Ludwig Erhard, qui était clairement l'homme des Américains, qui a fait introduire par la CDU un codicile qui vidait de sa substance le traité de l'Élysée. C'est d'ailleurs pour ça que c'était assez dérisoire de voir célébrer le traité de l'Élysée en début d'année comme si ce traité de l'Élysée avait eu un sens, alors qu'en fait, il n'avait absolument plus le sens que voulaient y mettre De Gaulle et Adenauer. Et cela résume assez bien, me semble-t-il, le fait que petit à petit, l'Union européenne a été, on va dire, a perdu son sens, en tout cas son sens originel, et a été mise petit à petit sur des rails qui n'étaient pas ceux qu'auraient voulu ni De Gaulle ni Adenauer. Donc je pense que la question de savoir si on doit penser l'Occident ou l'Europe est une question absolument fondamentale. Et qu'aujourd'hui, la France ne peut pas se maintenir seule. En revanche, si elle s'aligne sur une Union européenne qui ne serait que celle que veulent, par exemple, des gens comme Ursula von der Leyen ou que voulaient Barroso ou Juncker, dont on voit par leur avenir professionnel où ils voulaient aller. Voilà, où ils voulaient aller. Je pense que dans ces cas-là, nous aurons perdu ce qui nous reste d'indépendance et de crédit, et nous n'aurons rendu service ni aux citoyens français, ni à l'ensemble des citoyens des pays européens. Donc, il me semble qu'il y a là un combat à mener. Ce combat est d'autant plus important qu'il se cristallise sur certains sujets. Je parlais de la question du siège au Conseil de sécurité. On pourrait parler de l'élargissement de l'Europe. C'est-à-dire un nouvel élargissement amplifierait encore la disparition progressive de la France. L'Allemagne, aujourd'hui, est en train d'essayer d'œuvrer pour que les questions de politique étrangère soient décidées à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. Ça veut dire qu'en gros, tout ce dont nous parlons là n'aurait plus lieu d'être. Donc il y a des combats très très concrets à mener pour maintenir, disons, une position de la France qui permettrait d'encore penser l'Europe comme civilisation et comme vision du monde. Je crois que nous avons ce devoir-là. D'accord, merci. Natacha Polony, merci beaucoup d'être avec nous. Non, mais vous présentez, c'est très sympa. Merci beaucoup, on était super contents de vous avoir. See you next time. Merci Aaron. Shervin, justement, alors attendez, quelle heure il est quand même? On regarde là. Oui, ça, on a le temps. Shervin, justement, la question de l'Europe. L'Europe, c'est quelque chose qui est excessivement critiqué en France, qui est critiqué d'ailleurs pas que en France, mais enfin, finalement, l'Union européenne, je veux dire, est assez impopulaire. Mais quand on regarde dans le détail, l'Europe déverse des millions, si ce n'est des milliards d'euros
en Afrique, c'est un des premiers bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, ce sont les gens qui payent les projets internationaux, qui payent les hauts fonctionnaires, qui payent les représentations permanentes, qui payent des subventions de nos différents pays africains. Donc, décentrons une seconde. L'Union européenne en Afrique, et par exemple, puisque vous y travaillez à l'ONU, c'est une force importante. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu sévère avec cette Union européenne dont on a l'impression que chez nous, elle fait si peu, ou en tout cas pour nous ennuyer, et que quand on regarde à l'international, en réalité, elle a une vraie influence. Et si elle a une vraie influence, pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? Alors oui, elle a certainement une grande influence, parce qu'elle a une influence financière immense. Je pense que si vous allez en Afrique, au bout de 2-3 jours, vous allez voir un moment un panneau de l'Union européenne pour un projet qui a été développé ici ou là sur tel ou tel sujet. C'est le principal bailleur pour beaucoup d'organisations internationales. Pour celle, par exemple, pour laquelle je travaille, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, c'est le premier ou le deuxième bailleur. Donc, sans l'Union européenne, on enlève probablement la moitié de nos projets et de nos staffs. Donc forcément, l'organisation prendra un coup et ça s'applique à beaucoup d'organisations. Et pardon, question naïve, son influence est à la hauteur de l'argent qu'on dépense? Pas les masses, hein? Non, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui serait un peu sévère parce que ça s'applique à l'ensemble de la coopération, que ce soit celle qui est payée par l'Union européenne, par les États-Unis, par la Chine, par d'autres pays européens, mais de façon bilatérale. C'est toujours difficile de mesurer sur de tels projets un impact direct et je pense que c'est irréaliste de demander des résultats sur une période très courte. Donc l'Union européenne pèse énormément et je pense que quand le chef de la délégation de l'Union européenne va vous rencontrer le président d'un pays africain, il est écouté, c'est sûr. Après, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas chez nous? Mais parce que je pense que l'Union européenne passe beaucoup de temps probablement à communiquer auprès de ses partenaires étrangers et auprès des organisations internationales. Mais je pense qu'elle oublie qu'elle doit aussi communiquer probablement auprès des contribuables européens. Et ça, c'est probablement quelque chose qui se passe à entre-soi, quoi, Bruxelles, où ils oublient peut-être un peu que tout cet argent vient des contribuables européens. Mais je pense qu'il n'y a pas un seul jour au travail où je ne parle pas de l'Union européenne et où je n'en entends pas parler. C'est obligatoire. Et donc à l'ONU, on parle plus de l'Union européenne que de la France? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Après, la France, politiquement... D'ailleurs, pardon, j'ai posé la question différemment pour comprendre bien. La France a une place au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un sujet de contestation de la part de l'Allemagne, par exemple. Il est évidemment, en tant que Français, très important de le conserver, ça va de soi, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que cette place, qui est un grand privilège et qui est une place en or, est-ce qu'elle est le reflet d'une influence particulière ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt du déclin? Non, cette place est un vestige. Et, voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'en tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU en ce moment est sous pression parce que comme il a montré malheureusement une certaine inefficacité sur les conflits récents, que ce soit la Syrie, l'Ukraine, maintenant le conflit israélo-palestinien, il a toujours été critiqué, il est de plus en plus critiqué, notamment pour son mode de fonctionnement, sa composition et le droit de veto. Donc la France va se battre, comme tous les membres du Conseil de sécurité, comme tous les membres permanents, va se battre pour son siège et son droit de veto, en essayant de le nuancer sur certains aspects, mais tout en gardant quand même cet aspect-là. Mais il est de plus en plus contesté. Je pense qu'on parle là de la position européenne où on aimerait faire un siège éventuellement européen avec l'Allemagne qui s'y insérerait, mais on oublie qu'en fait, il y a aussi énormément de discussions à New York pour que l'Afrique est un siège, et pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé parce que les pays africains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui le représenterait. Mais pareil pour le monde arabe, pareil pour beaucoup d'autres régions. Donc, et entre vous et moi, là, comme on n'est que tous les deux, est-ce que vous pensez que la France va réussir à conserver son siège ou pas dans les 30 ans à venir? Allez. Je pense qu'elle le conservera. Après, est-ce qu'elle conservera un siège avec le même pouvoir, c'est-à-dire le droit de veto, qui est quand même le vrai pouvoir? Oui. Ça, je pense que la vraie question n'est pas forcément avoir un siège permanent, c'est la question du droit de veto. Est-ce que le Conseil de sécurité, est-ce que les membres permanents garderont un droit de veto? Je pense que ça, c'est la vraie question qui va se poser d'un point de vue politique à l'ONU, parce que ça apparaît... Un super pouvoir, quoi, oui, c'est ça. On le voit bien, hein, quand c'était la question ukrainienne ou même syrienne, la Russie et dans une moindre mesure la Chine ont tout bloqué. Là, maintenant, c'est le conflit israélo-palestinien, c'est les États-Unis qui ont beaucoup bloqué. Donc peut-être qu'à un moment, quand ce sera sur des intérêts français, ce sera la France qui bloquera. Mais
au bout d'un moment, il y a beaucoup de pays qui commencent à se plaindre de ça. Jean-François Figeac, qu'est-ce que vous en pensez de ce siège dont la France ce siège pour lequel la France se bat énormément? Est-ce que vous croyez par exemple que les 50 dernières années de relations avec l'Allemagne ont abouti à une relation un peu bizarre finalement, c'est-à-dire qu'à la fois c'est notre premier partenaire européen, dans le même temps ils passent leur temps à essayer de nous nuire dans les instances internationales. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore une chance pour la France d'exister en tant que telle au sein d'une Union européenne qui, a priori, de toute façon, est inévitable, puisque c'est une façon de se fédérer? Puisque je sais aussi que vous êtes un grand gaulliste, si je puis dire, d'un point de vue diplomatique. Non, mais l'indépendance de la France, c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, ça se voyait, vous étiez assez d'accord avec Natacha. Qu'est-ce que vous pensez de ces coups de boutoir que nous subissons de la part de nos partenaires européens? Vous croyez que comment est-ce que ça peut s'articuler en fait? Une Union européenne indispensable et dans le même temps une France qui doit garder son indépendance, mais qui ne peut pas être seule non plus. Je pense qu'il faut y aller au cas par cas, très clairement. Et pour répondre à votre question sur le siège au Conseil de sécurité, moi je pense que très clairement il faut garder un siège français. Parce que les intérêts de l'Allemagne quand même se placent sous parapluie américain. Grosso modo. On a des intérêts très souvent divergents, notamment concernant le Moyen-Orient. Alors, ces intérêts, ils peuvent converger en fonction des questions qui peuvent être posées. Par exemple, la question du terrorisme. En effet, qu'il y ait une coopération européenne en matière d'ailleurs de diplomatie. On peut penser notamment au Sahel, on peut penser aussi au Moyen-Orient, en matière de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est quelque chose, en effet, qu'il faut approfondir. Mais vous voyez, alors c'est en effet peut-être que mon côté un peu vieux gaulliste, on va dire j'ai pas dit vieux. Gaulliste, dans mon livre, à la fin, je parle des gaullistes orthodoxes. Mais bon, oui, je suis classerai dans cette catégorie-là. Je pense que, par exemple, l'Europe de la défense, mais peut-être qu'on en rediscutera, c'est une bonne idée du point de vue français, mais c'est malheureusement en grande partie une chimère. Parce que quand on voit, par exemple, les OPEX qui sont menés au Sahel, c'est la France et la France, plus quelques... Oui, parce que globalement, la Oui, France, voilà. pardon, en général, si je n'êtes pas d'accord, j'ai quand même l'impression qu'on paye quand même franchement plus que l'Allemagne militairement quand même. Oui, Et c'est jamais déduit à la fin de l'année, ça. Bien sûr. Donc, plus quelques Suédois, en effet, l'Estonie et les Tchèques, mais enfin oui, c'est quelques poignées d'hommes, donc c'est complètement marginal et insignifiant. Donc, non, pour moi, très clairement, la France doit conserver une diplomatie indépendante, ce qui ne veut pas dire être complètement en autarcie avec nos voisins européens. Non, bien sûr. Mais à mon avis, ça se fait au cas par cas et au niveau intergouvernemental. Vous êtes historien, est-ce que si on parle d'identité, d'indépendance de la France, ça fait du sens ou pas du tout? C'est quelque chose qui répond à des réalités historiques? Est-ce qu'il y a, évidemment, on ne peut pas trouver des constances pendant des siècles relativement à une politique diplomatique, mais est-ce que l'indépendance de la France, comme ça, si on se projette de Louis XV à Emmanuel Macron, par exemple, ça fait du sens? Est-ce que c'est un trait saillant de notre comportement diplomatique, par-delà les régimes, par-delà les époques, ou est-ce que non, pas spécialement? Puisqu'on peut se souvenir, par exemple, on peut faire un jeu d'histoire où, évidemment, Richelieu avait été capable de s'allier avec des puissances protestantes contre des puissances catholiques pour servir les intérêts de la France. Enfin, on a réussi parfois à briser des socles d'intérêts qui paraissaient naturels et finalement, on a décidé de faire différemment. On sait que François Ier a essayé de copiner, évidemment, avec la Turquie, avec le monde ottoman, pour prendre en tenaille ses ennemis directs. L'indépendance de la France, c'est une expression vide de sens ou... C'est une expression qui peut avoir son sens. De toute façon, l'indépendance de tous les États, la diplomatie, c'est un sujet régalien, ça fait partie de la souveraineté. Alors, concernant l'indépendance de la France, c'est vrai que, le cas de François Ier, très intéressant, mais on est dans un contexte complètement différent. Bien sûr. Avec une France qui est quand même le premier royaume, la puissance dominante en Europe au XVIe siècle. Donc là, on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour adopter une politique réaliste. Là, aujourd'hui, on est dans un monde qui est quand même très interdépendant. Et ça c'est pour ça que je ne parlerai pas vraiment de déclin, même s'il y a un déclin qui est incontestable. Certains diront un déclassement. Je parlerai plus de dilution des intérêts français dans un monde multipolaire. À mon avis, ça serait plus inévitable, du coup. Ça serait inévitable, mais ce qui veut dire aussi que je pense qu'on a encore des marges de manœuvre, on a des atouts, mais qu'il faut, en fait, la question à laquelle il faut répondre, c'est ce qu'on en fait. Par exemple, on
On a la deuxième zone économique exclusive du monde, hein, derrière les États-Unis. Bon, la question ici stratégique, hein, c'est la question, on n'en a pas parlé, mais de l'Indo-Pacifique, qui, à mon avis, devrait concentrer nos efforts, notamment d'un point de vue militaire. On parle notamment, enfin, certains aimeraient bien que, justement, un deuxième porte-avions soit construit à ce moment, dans le cadre de cette présence française dans l'Indo-Pacifique. À mon avis, vous voyez, c'est un sujet central. Mais donc pour répondre donc à votre question sur l'indépendance, oui, ça a du sens dans le sens où l'indépendance est aussi un moyen de promouvoir l'indépendance d'autres nations. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très fortement au XIXe siècle, avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est finalement une idée de 1789, une idée de la Révolution française. Donc ce mimétisme-là, qui fait partie de notre capacité d'influence, il a du sens. Oui, donc en fait, vous rejoignez le général de Gaulle qui disait à André Malraux dans Les chaînes qu'on abat, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la France et la liberté du monde, quoi. Globalement, c'est un peu ça que vous disiez. Chervinov Tadé, la France en Afrique, est-ce qu'il y a une identité française qui a encore une influence sur l'Afrique? Est-ce que la France a une... Là, je ne parle pas des Français, ce qu'ils font, ni des militaires, ni des diplomates. Est-ce que la culture française, cette histoire commune, il y a la francophonie, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que puisque on l'a dit, l'Afrique, c'est la jeunesse, est-ce que la jeunesse africaine, elle a à minima conscience des liens qu'elle a avec la France, du fait que, qu'elle le veuille ou non, de toute façon, il y a des résidus de la France, c'est un fait, hein, pour le pire comme pour le meilleur. Est-ce que ça existe, cette identité française, dans l'identité africaine? Toutes choses égales par ailleurs, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'indépendance africaine. Oui, et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que la France reste ce pays, le pays des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est souvent dit. Après, sur la ça n'a pas disparu. Chose, mais ça reste quelque chose de très, très ancré. Le pays des libertés, ça reste celui-là. Et du coup, ça reste quelque chose sur lequel je pense que la France pourrait peut-être plus insister dans sa diplomatie. Mettre ça en avant quand on voit que les diplomaties russes et chinoises ne mettent pas du tout l'accent là-dessus. Donc je pense que réussir à mener ce combat-là serait quand même quelque chose sur lequel la France pourrait vraiment bâtir une nouvelle diplomatie, changer un peu de ce qu'on a eu au cours des dernières décennies, parce que la jeunesse voit encore la France comme ça, voit encore la France comme le pays de la culture. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui veulent venir en France, ne serait-ce que pour venir à Paris. Découvrir le monde de la culture française. Le monde de la culture française, ça reste quelque chose de très très fort, surtout quand on voit qu'on a un avantage immense sur nos concurrents, c'est la langue. Je pense que quand on est en Afrique de l'Ouest, à part quelques pays anglophones ou lusophones, sinon c'est le français. Et ça il peut y avoir des coups d'État, il peut y avoir des changements. On ne peut pas lutter contre ça, oui. Mais ça reste quelque chose où la France a un avantage immense par rapport aux concurrents. Eh bien, tout n'est pas perdu, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.